Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, une vidéo tier list, notre rendez-vous hebdomadaire avec aujourd'hui Batman, les films Batman, attention pas les films animés Batman, tous les films où Batman vont apparaître. Alors petite explication, alors, bien évidemment je suis avec l'ami Greg, salut mon chat Greg, mais j'explique avant. Alors, il y a les films de Batman classiques avec Batman dans le titre. Genre Batman à la plage, Batman se promène, etc., etc. Mais on a aussi mis les films où Batman a un rôle important, en l'occurrence Batman versus Superman, Justice League et la Snyder Cut, ce qui nous permettra donc de parler de Ben Affleck. Mais attention, on précise bien qu'on va là juger ces trois films-là sous le prisme de Batman. Ce qui ne vous reflètera pas forcément ce qu'on pensera du film dans sa globalité. On prépare une tier list d'ici. Ne vous inquiétez pas, donc ne criez pas au scandale. Et oui, nous allons mettre les prisonniers d'Azkaban, Batman et le prisonnier d'Azkaban. On va le mettre en S. Ne nous insultez pas. Allez, vas-y, mon cher Greg. Comment vas-tu déjà ? Bah, ça me va bien, cette petite tier list. Donc moi, je suis assez content. Batman, mais on s'amuse toujours avec les tier lists. C'est pas du tout un de mes super-héros préférés, donc c'est terrible. Hein. Je risque de très mal vivre cette tier list, et du coup, bah, j'invite. Non, il faut le dire, c'est ton super-héros préféré. Et du coup, eh bien, j'ai envie de dire, commençons aussi bien qu'était cette intro de Kerr par ce Batman anthologique, hein, le Batman de 66. Eh bien, Batman de 66, c'était donc le film qui était issu de la série Batman, avec, vous savez, les ping, pam, boum, etc. Film qui peut-être a plus marqué l'histoire des mèmes que tous les autres Batman. C'est un Batman qui a donné des scènes aussi incroyables que Batman qui se balade avec une bombe en train de courir sur une plage, Batman qui a un spray anti-requin dans sa ceinture pour les cas où il se fait attaquer par un requin. C'est vraiment un film, j'ai du mal à... Alors le film c'est nanar, mais c'est voulu et il en est génial. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Je me demandais à quelle sauce j'allais être mangé quand je l'ai regardé étudiant. Et au final, c'est un très bon moment. C'est une comédie absurde. Moi, je l'aime bien. Je le mets en B parce que c'est dans la tier list des Batman, duquel j'aimerais bien... Peut-être, souvent, je me dis... En S, c'est celui qui est mon film absolu, j'ai envie de revoir tout le temps. Et en D, celui que je suis très content d'avoir vu qu'une fois dans ma vie. Pour moi, Batman, ça me dérangerait pas de le regarder une fois de temps en temps. Donc du coup, ce Batman de 66, eh bien, je dirais sans problème en B. Est-ce que tu l'as vu, mon cher K? Bah alors, toi, tu l'as vu au cinéma, tu me l'as souvent raconté. Moi, j'étais pas né en 66, donc... Non, j'ai jamais vu celui-là, figure-toi, donc je te laisse le mettre en B, vas-y. Et bah du coup, à toi de faire Batman, la vraie version, la vraie version, le vrai démarrage cinématographique de la chauve-souris. Alors, ce Batman, donc le premier avec donc de Tim Burton, avec on rappelle Kim Basinger et Jack Nicholson, Jack Nicholson qui joue le Joker. C'est un film qui déjà de 89. Donc, alors moi là, je l'ai vu récemment. Je le trouve toujours délicieux. Ce film, musique de Danny Elfman. J'aime bien le Joker de Nicholson, il a des aspects qui sont intéressants. J'aime bien le Batman de Keaton. Vous verrez beaucoup moins de choses à dire sur les premiers que sur les suivants. Mais ce Batman-là me plaît. Je sais pas, je le mets B, parce que je trouve que il y a eu mieux quand même. Donc je vais le mettre en B, moi. T'en penses quoi, toi, mon cher Greg, de ce premier Je pense Batman ? que tu as tort.
C'est calomnie. On n'a pas dit Thor, on a dit qu'on faisait Batman. La tier list sur Thor, c'est plus tard. Ben, très bien. Mais ça n'empêche pas que tu es tort. Et donc, au sens propre, comment figurer. Donc, en gros, le truc, c'est que pour moi, c'est un film qui est majeur. C'est un film qui permet de créer des films de super-héros qui sont pas faits pour des gamins. C'est une confiance incroyable de Warner à Tim Burton, enfin en Tim Burton, pour faire un film qui va être noir sur un personnage de comics. Les comics, c'est pas du tout vu comme aujourd'hui, hein. C'est vraiment vu comme un truc pour les décérébrés qui ont des petites boutiques à eux et pour les magazines qui sont vendus dans le coin des librairies, hein. C'est pas du tout le même délire en 89 quand ça sort. Et il sort une version noire, une version qui vraiment qui correspond aux comics. C'est un des films fondateurs pour Tim Burton, parce que Tim Burton était connu avec Edouard Main d'Argent, etc. Mais le truc, c'est que là, c'est son arrivée dans le très très grand public. Pour moi, ce film, c'est une pierre à l'édifice. Il n'y a pas les films de super-héros comme on a aujourd'hui sans ça. Il n'y a pas les tentatives de films sérieux, de vraiment des meilleurs films de super-héros qu'il puisse y avoir. Je parle des Watchmen, je parle d'autres Batman dont on parlera dans quelques instants. Mais pour moi, c'est une fondation. Donc moi, je le verrai en A absolu. Et je le vois pas en S parce que je trouve qu'il y a des meilleurs films. Mais sa place dans le cinéma est hyper importante. Donc t'en penses quoi du coup ? B ou A, mon cher K ? Allez, A. Ah, parce que c'est vrai que je te rejoins, j'ai été un peu dur. En fait, j'ai mis B parce que je me suis pris de court sur le fait que j'avais oublié dans quelle catégorie je l'avais mis. Enfin, je ne l'avais pas mis dans une catégorie. Donc, je me suis un peu fait U. Je peux faire le suivant parce que tu feras Forever et tu feras Forever. Si tu Batman veux, le défi, fait les cadeaux, car direct qu'il annonce. Tim Burton, Est-ce que tu peux 92. te recadrer, mon cher K ? Ouais, mais Batman souvent est dans l'ombre et je voulais faire comme lui. Alors cette fois on retrouve Michael Keaton, c'est son deuxième. On retrouve Danny DeVito en Pingouin, Michelle Pfeiffer en Catwoman. Celui-là je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que il est plus réussi que le premier. Il est très sombre. Je trouve que le Pingouin et Danny DeVito sont... Enfin, le personnage est excellent. Danny DeVito l'incarne à merveille. Catwoman est très réussi. On est pris vraiment par l'intrigue. Celui-là vraiment je l'ai apprécié. Je le mets en A. Toi tu mets Returns en A. Bah écoute, je pense que t'as raison. Il est supérieur, faut se le dire quand même, il est supérieur au premier parce que les méchants, je pense que... Enfin, Nicholson est ouf. Mais là, il y en a... Mais là, il y en a deux qui sont ouf. Et du coup, c'est un film qui réussit d'être au même niveau que Batman premier du nom. C'est un film qui vraiment installe la franchise. De nouveau, Tim Burton qui arrive à mettre son imagerie qui est incroyable. Il n'y a qu'à voir l'antre du Joker, du Pingouin, qui est ouf. Vraiment en termes de design et tout. Moi je me souviens, c'est un truc qui m'aura marqué toute ma vie. J'étais au cinéma, ma grand-mère m'amène voir Batman Returns. Et donc je sais pas, j'ai quel âge ? J'ai pas encore 10 ans, j'ai 9 ans et du coup elle m'amène le voir et quand on n'est pas loin des scènes du Pingouin, elle me dit non mais il faut qu'on y aille, on va acheter, il faut que j'achète de la menthe et tout pour le thé de ce week-end. Et moi je me dis mais le film il est à la moitié, on va pas acheter de la menthe et tout, je comprends pas du tout ce qui se passe, je veux voir la fin du film et tout. Et je pense en fait que ayant vieilli et tout, je pense que ma grand-mère s'est dit mais dans quel film j'ai embarqué mon petit-fils ? Parce que une grand-mère de l'époque avec le Pingouin qui est comme ça, qui sue des espèces de sang qui coule, qui est noir et tout. C'est Michelle Pfeiffer qui est hyper sexualisée dans le film et tout. Enfin, c'est vraiment pas un film à voir avec un gamin de moins de 10 ans. Et bref, un film qui impose. Et quand je dis un film qui installe la licence,
92, il sort, et c'est la même année où sort la plus grande série d'animation de super-héros, qui est Batman. Franchement, une très 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 grosse année pour Batman. Pour moi, tu le mets en A. Écoute, je suis d'accord avec toi. Il installe tout, quoi. Mon cher Kier, est-ce que tu veux que je fasse Batman Forever ? Bah, je veux juste, alors je vais être honnête avec vous, je l'ai vu il y a trop longtemps pour avoir un avis tranché. Juste, je me rappelle de ce comté nanar, et c'est les films que commence à réaliser Joel Schumacher. Et en fait, Schumacher a fait, ma mémoire, ce que Harald Schumacher a fait à Battiston. Lui, Schumacher l'a fait à Batman. Il l'a défoncé. Donc, ceux qui ont la ref footballistique comprendront. Vas-y, parle-moi de Forever. Bah, ce que je peux te dire déjà de Forever, c'est que c'était un tournage catastrophique. Val Kilmer c'est couvert dans tous les articles, dans tous les journaux de cinéma qu'il enchaîne caprice de star après caprice de star, qu'ils sont obligés de refaire les costumes pour avoir des tétons, pas des tétons sur le costume. C'est un film qui se fait dans des conditions de merde, mais ce qui est marrant, c'est que le film, lui, reste nul. C'est-à-dire que c'est un film qui a des très bons éléments. Jim Carrey en Enigma carry le film sur ses épaules. C'est incroyable. Jim Carrey, à ce moment-là, c'est déjà une méga star. Pourquoi est-ce que Jim Carrey en méga star va prendre le rôle d'Edward Nygma ? C'est pour le coup une énigme. Il y a à côté de ça Tommy Lee Jones qui est extrêmement jaloux sur le tournage des scènes de Jim Carrey qui lui vole la vedette. C'est un tournage vraiment cata. Il n'y a rien qui va. Et j'ai envie de dire, beaucoup de personnes ont dit que c'était pour cette raison que le film était si mauvais. Après, en vrai, regardez le scénario, il n'a aucun sens. Hein. Enfin, Edward Nygma qui vole l'intelligence des autres en collant des trucs sur leur cerveau via la télé. Il y a une espèce de critique de la télé un peu pourrie dans le truc, mais fait par un film qui s'exprime pas bien. Mais graphiquement, il y a quelque chose. Jim Carrey, graphiquement, il envoie. Tommy Lee Jones, dans ce côté vraiment hyper baroque de double face, avec ses deux acolytes féminines, ça a vraiment un look très spécial. Val Kilmer est assez oubliable en Batman, le moins bon Batman, je pense, même en comptant celui de 66, hein, je pense que c'est le moins bon Batman qu'on ait eu, mais qui est moins pire que la suite. Mais je le mettrai quand même, j'hésite à le mettre en D, mais Jim Carrey mériterait peut-être le C. Écoute. Vas-y, C. Ouais, c'est vraiment histoire de se dire qu'on se met un petit peu de tout pour un petit peu tout le monde. Alors celui-là, le prochain, je vais bien le faire. Ah, il veut faire parce que j'ai fait en plus et Robin. Donc on l'a dit, Val Kilmer, ça passe pas. Le film est un bide, donc du coup ils veulent tout remettre à zéro et du coup arriver de Batman et Robin. Avec George Clooney, toujours Joel Schumacher. Alors moi j'ai enchaîné, petite anecdote cinématographique, avec Batman et Robin et Anaconda, avec Ice Cube et Jennifer Lopez. C'était pas facile, je peux vous le dire, 97 ou 98, je sais plus d'ailleurs, 97, une des deux, 97. Donc George Clooney, catastrophique dans ce rôle de Batman, qui lors de l'avant-première, c'est une histoire bien célèbre, a pleuré tellement il avait honte. Alors George Clooney qui portait vraiment le film sur les épaules. Pourquoi ? Parce qu'il était à cette époque, pour ceux qui ne le savent pas, qui sont trop jeunes, George Clooney était une méga star grâce à la série Urgence, et le film Batman et Robin était sa deuxième, si je ne dis pas de bêtises, sortie cinématographique importante après Le Pacificateur. Et les deux n'ont rien donné de folichon. Et là, on se retrouve donc avec Uma Thurman qui joue Poison Ivy, Schwarzenegger quand même, qui joue Mr. Freeze, Chris O'Donnell qui joue Robin, Alicia Silverstone qui sortait de Clueless, qui joue Batgirl, et on a un nanar monumental au point où si on le regarde en tant que nanar, on peut se marrer pendant tout le film en fait, mais ça n'a pas été fait exprès, c'est le problème.
C'est un très mauvais Batman. Et toi, je pense que globalement, t'es d'accord? Bah, je pense que très mauvais Batman, c'est peu dire. C'est c'est un des pires films que j'ai vu sur cette décennie. Les remarques de Arnold Schwarzenegger, donc c'est vraiment le nanar américain classique de ces années-là. C'est ils font un truc d'action, ils balancent une vanne. Toutes les vannes, mais où on se facepalm, elles sont tellement nulles. Mais franchement, regardez-vous il y a des condensés sur YouTube de toutes les vannes de Mr. Freeze dans le film. Enfin, on a l'impression que c'est un pastiche. Il y a plein de moments, dans le film, on a l'impression que quelqu'un a refait les voix pour mettre des remarques tellement pourries que c'était pour tuer le film. C'est une catastrophe, tout le monde joue mal. On a l'impression que George Clooney, il n'a pas eu le message, et du coup, il y a une ou deux scènes où il essaye de jouer avec tout le reste du casting qui est nul de dingue. La surprise d'avoir Batgirl et tout, enfin, il lâche tout, quoi. Il te donne le Robin, Batgirl, il te met un nombre de toujours plus de vilains et tout. Mais et le truc de fou, c'est que Schwarzenegger, à l'époque, donc il n'y avait pas encore autant de make-up, création en latex, etc. qu'aujourd'hui. Et à l'époque, tout le monde dit il a entre 4 à 6 heures tous les jours pour mettre ses prothèses. Et tu te dis, mais Schwarzenegger, quelle déception, quelle tristesse. Tous les jours, avant même de pouvoir jouer ton rôle, t'as 4 heures sur la chaise où tu peux pas bouger, tu peux rien faire. T'as des mecs qui te mettent le truc en latex. Et derrière, le film, il est aussi pourri que ça. Franchement, c'est dur, quoi. C'est très très dur. Je pense qu'humainement, ils l'ont tous très mal vécu. On le rappelle jamais assez, hein, mais des mauvais films, ça n'est jamais fait volontairement. C'est-à-dire que tous les chefs de studio vous diront toujours que un mauvais film, c'est un film qui a été poussé trop vite en production, c'est un film qui n'a pas eu le temps qu'il aurait dû avoir en post-production, etc. Mais personne n'essaye de faire un mauvais film. Et là, c'est une cata, quoi. Il n'y a rien qui va. La réalisation, les acteurs, la musique, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe. Ce film est de loin le pire, ex aequo peut-être, mais pire film avec Batman de l'histoire. Donc sans surprise. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux faire Batman Begins? Parce que je sais que tu l'aimes plus avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc Batman Begins, moi j'en attendais rien quand je suis allé le voir au cinéma. Nolan, bon, il avait fait Memento, mais il n'était pas encore le Nolan que l'on connaît. Christian Bale, bah moi je l'avais vu dans American Psycho, mais voilà. Et puis surtout force est de constater qu'on avait grandi avec des films Batman qui, en dehors de ceux de Tim Burton, n'étaient pas folichons. Le traumatisme de Batman et Robin, c'était 8 ans avant, donc il était toujours là, donc j'en attendais rien. Et en fait, moi j'ai vraiment adoré ce film pour plein de raisons. L'esthétique, la réalisation de Nolan, Christian Bale est excellent. Liam Neeson en Ra's al Ghul est très bon. Michael Caine en Alfred est fantastique. On a Cillian Murphy qui est très bien aussi. On a un passage à Arkham rapidement. On a... il y a plein de choses dans ce film. Et le truc, surtout ce côté très sombre, ce côté très métallique de Gotham, très sale, très humide. Et puis cette fin que moi je trouve excellente avec toute l'explosion liée au réseau de flotte, je sais pas comment on dit, les canalisations et compagnie. Je trouve que c'est vraiment très spectaculaire. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé Batman Begins, vraiment beaucoup, hein. Et moi je te le dis clairement, c'est un S. Et la musique de merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou de mémoire alors que je l'adore. Howard là. Celui qui a fait aussi les musiques de Shyamalan.
Je suis désolé. Elles sont super, ces musiques. Vraiment, la BO de Batman Begins, elle tue. C'est honnêtement, hein, des 3 de Nolan, la BO de Begins c'est la meilleure. Parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus doux que sur The Dark Knight et sur Rises. Je vais chercher le compositeur et me flageller parce que c'est un compositeur que j'adore. Là, il est un peu tard, donc du coup, le nom m'échappe. James Newton Howard. Là, j'ai pas eu le temps d'aller chercher. C'est bon, c'est revenu. C'est bon, j'aurais pas à me flageller. À toi, mon cher Greg, t'en as pensé quoi de Begins? Ben, j'étais pas fou du film quand je l'ai vu la première fois. J'ai eu l'impression que c'était un bon reset. Mais c'était en ne prenant pas en compte qu'il y avait eu 8 ans, je crois, avec 8 ans. Le Batman d'avant. Batman était vu comme quelque chose qui n'était potentiellement plus qu'un échec possible. C'était improbable à l'époque d'imaginer qu'un Batman avec du succès pourrait revenir. Ils embauchent un petit réalisateur Nolan, pas inconnu, mais bon, faut lui faire confiance. On a un peu l'impression sur le premier, et je pense que c'est un peu le cas, c'est que Nolan a pu tester des trucs, mais qu'en même temps, c'est un film qui est relativement un film de commande. Il arrive à y mettre une esthétique, mais bon, l'histoire, elle est assez classique, entre guillemets. En plus, il se fait imposer son casting. Alors, il veut vraiment avoir Christian Bale. Parce que avoir le mec qui a joué American Psycho qui joue Batman, bah forcément, c'est une idée étonnante, on va dire. Il se fait imposer Katie Holmes par le studio. Enfin, c'est un film de compromis. C'est un film qui a tout pour permettre la suite, mais c'est un film de compromis. Mais c'est un très beau film. Déjà, il y a des très bonnes idées. Pour ne plus coller aux précédents Batman, il décide de détacher. Gotham ne sera plus New York, mais Gotham sera Chicago. Et il s'inspire de cette ville de Chicago, de son crime, pour du coup reconstruire la ville au sens propre. Hein. Il crée ces fameux ponts, la ville entourée d'eau, comme elle est dans le truc. C'est vraiment une vision qui est intéressante, beaucoup plus réaliste. Et moi, je trouve que c'est pas je pense que c'est un bon film, mais c'est pas un film aussi exceptionnel que d'autres peuvent être. Et c'est un film que je mets en dessous du premier Batman de Tim Burton. Donc pour moi, puisqu'on a mis Tim Burton en A, celui-là, je le verrai en B. En B? Par rapport au classement qu'on est en train de faire, je le vois pas au-dessus. Attends, on a deux films déjà en A, et Begins, tu le mest en B. Parce que je pense que c'est un film de compromis, c'est un très bon film de compromis, mais c'est un film de compromis qui est bien, mais qui révolutionne pas le cinéma, qui est techniquement propre. C'est un film qui, je pense, les suites font gagner en charisme le premier, mais quand le premier est sorti et le premier solo, je le vois pas en S, quoi. C'est pas un des meilleurs films de Batman de l'histoire. Moi, je le vois. Tu le vois au-dessus des Tim Burton. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Du coup, si moi je mets S, toi B, il est en A. Allez hop. Et du coup, je te laisse faire The Dark Knight. Je sens que t'as très envie. Et donc, du coup, le Dark Knight. Le Dark Knight, c'est le plus grand Batman. C'est 3 ans après. Il y a une énorme pression après Begins parce que Begins marche bien au cinéma. Il y a une énorme pression. Il marche pas si bien que ça, Begins, attention. Hein. Non, mais par rapport à ce qu'ils attendaient. Attention. Oui. Bon, je suis pas en train de comparer Avatar. Et du coup, Warner croit en Nolan et lui donne vraiment, ouvre complètement les portes. Ils lui permettent de faire des cascades réelles. Donc on a la fameuse scène du camion où ils ont dû calculer pendant des plombes quelle était la force que devaient avoir les câbles, le truc pour que le camion se retourne vraiment, etc. Enfin, je trouve que Nolan trouve son style de blockbuster. Il avait déjà un style déjà des mêmes mais il trouve son style de blockbuster froid, efficace, tout est fait en prise de vue réelle. Enfin vraiment, je trouve que Nolan se trouve sur ce film
Le scénario est d'une efficacité incroyable. Vous pouvez le regarder, enfin si vous l'avez vu qu'une fois, regardez-le deux fois, trois fois. Vous verrez qu'il y a tout le temps, à tous les twists, il y a des petites graines qui sont mises dans le scénario. Il n'y a pas une scène qui est à jeter. Vraiment, ce film est exceptionnel. La réalisation est oufissime. Nolan vraiment pèse de son poids auprès de la Warner pour récupérer les caméras IMAX. Alors maintenant, j'ai envie de dire, c'est une habitude. On a tel film en IMAX, machin, etc. Mais là, on est à un moment où il y a 3 caméras IMAX capables de filmer le film. Comme dans une des scènes de course-poursuite, il scratch. Il y a un des camions en fait qui porte avec une grue une des caméras et il tourne trop fort, ça casse la caméra qui vient taper le sol et du coup ils sont obligés de payer payer la mise en pause d'un documentaire dans l'Himalaya pour récupérer une des 3 autres, enfin une des 2 autres caméras disponibles pour pouvoir continuer à filmer les plans. Et notamment c'est surtout les courses-poursuites qui ont été filmées en IMAX. Technologiquement c'est un énorme challenge le film. Si je me trompe pas, ils ont eu un cascadeur qui est décédé, donc sans doute qu'il y a eu des moments où ils sont peut-être allés trop loin, où ils n'ont pas eu de chance. Et puis depuis le début, je vous parle pas, mais il y a un Joker dans la pièce, quoi. Il y a Heath Ledger qui est un acteur dont tout le monde sait qu'il a du potentiel, mais à l'époque, il joue. On n'est pas loin des années où il tourne dans Chevalier. C'est censé être une belle gueule, qui sait bien jouer, mais là, il crève l'écran. Attends, t'as oublié À l'ombre de la haine. Hein. Attends, À l'ombre de la haine, il est extraordinaire dans ce film. Non, mais il gagne un Oscar, je crois, pour ce film. D'ailleurs. J'ai dit, tout le monde sait que c'est un bon acteur, mais c'est gros succès, c'est son image de marque, c'est des trucs comme Chevalier aussi, tu vois. Et, oui. Et du coup, et Chevalier, si vous regardez les commentaires audio du réalisateur qui est présent, il dit l'argument de vente du film, c'est Heath Ledger qu'il est beau gosse, quoi. Et donc c'est et c'est à ce mec-là, prometteur et tout, mais c'est à ce mec-là qui disent bon bah en fait il y a Jack Nicholson et il va falloir que tu fasses au moins aussi bien. Sachant que tout le monde se souvient de la version hyper iconique de 89 de Nicholson. Et le mec, de mon point de vue, il fait mieux, quoi. Alors après, je sais que chacun a un attachement différent et on a notre Joker différent de préférence, mais non seulement il fait mieux en interprétation, mais Nolan, dans son scénario, crée un Joker qui est une force de destruction totale, complètement, et qui sort pas de nulle part, hein, qui est dans les comics, mais qui est la base de logique de tous les Jokers, quasiment, qui arrivent derrière au cinéma. Les films d'animation se basent énormément dessus. Enfin, il réinvente pas, mais il prend ce qu'il y a de mieux et il le recrée, quoi. Et ça, c'est même là dans les comics, là, je crois que c'est le Batman Who Laughs, le Batman qui rit. On sent cette inspiration d'idées, quoi. Et vraiment tu le mets en S, quoi. Bah, je le mets en S sans aucun débat, mais je pense que c'est un film qui est un des meilleurs films de sa décennie. C'est un film... Toi, on peut le dire, c'est un de tes films préférés. Oui, de loin. Mais c'est vraiment un film qui est un cas d'école il n'y a rien acheté, quoi. C'est très très rare de se dire on peut pas dégraisser 10 minutes. Vraiment, les acteurs sont ouf. Tout est incroyable, quoi. Christian Bale, et puis on parle pas de Batman, on parle pas de Christian Bale, mais Christian Bale qui à ce moment-là, il arrive, il dit, il fait un film, il perd 10 kilos, il reprend 10 kilos. Tout le monde se dit mais il va tout foirer. Le mec, il arrive, il est méga charismatique. Impeccable. Peut-être Maggie Gyllenhaal. Qui est un peu en retrait. Oh. Et Aaron, je sais plus comment il s'appelle. Aaron Eckhart, Two-Face. Pareil, exceptionnel, quoi. Donc voilà, franchement, un de mes films préférés, je le mets en SSS tier. Et sur cette décennie, je le mets en S de tous les films. Donc
Mais attends, là tu débordes sur d'autres tier lists. Alors mon avis, moi, bon, je suis d'accord avec toi, c'est S. Je vais pas revenir sur tout ce que t'as dit. Il y a un truc quand même sur la carrière de Heath Ledger qu'il faut souligner, c'est que il a, toi tu parles des rôles de beau gosse, etc. Il était, et avec The Dark Knight ça en fait partie, il était en train de choisir des rôles où justement il cassait totalement cet aspect-là. Brokeback Mountain, pour ne citer que celui-là qui était le très gros succès de Heath Ledger. J'en ai parlé à L'ombre de la haine avec Billy Bob Thornton et surtout Ali Berry. Je conseille de voir ce film, il est brillant. Le film est oufissime. C'est à l'ombre de la haine, c'est dur, hein, on le regarde en serrant les dents, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon film. Mais un des meilleurs films de Berry. Elle a été primée, je crois, même sur. Elle est Oscar pour ce film. Un des meilleurs rôles de Billy Bob Thornton. Heath Ledger, il a un petit rôle, mais c'est vrai que il n'a pas un petit rôle. Il a un rôle qui est très marquant dans le film. Il a un rôle c'est vraiment le second rôle. Enfin, il est présent. Il est second rôle, mais très marquant. Film. Mais le truc, c'est que il dit coucou, je sais jouer. Et c'est vrai que ce film-là ouvre des portes, quoi. Bah, même Brokeback Mountain, c'est indéniable. Avec Jack Gyllenhaal, je pense que c'est vraiment. Malheureusement pour Heath Ledger, non, mais Gyllenhaal a gagné énormément de crédit à Hollywood avec ce film. Alors, pour revenir sur Dark Knight, moi, sur tout ce que tu as dit. Juste puisque tu parles de L'ombre de la haine, qui est un film que j'aime beaucoup, Heath Ledger prend des risques, c'est-à-dire qu'il joue un personnage qui est vraiment plutôt antipathique, qui se tape des prostituées, enfin vraiment un film qui casse complètement ce qu'il avait d'avant, quoi. Et c'est vrai que c'était des gros risques, quoi. Et puis Brokeback Mountain après, comme tu le dis, mais du coup ça permet d'arriver à un Dark Knight. Je pense que personne ne s'attendait à ce qu'il sorte un Dark Knight comme ça après, malgré ses très belles prestations, quoi. Ouais, alors moi, ce que je voulais dire sur The Dark Knight, sur le film en lui-même et sur le Joker, il y a déjà des scènes qui sont extrêmement marquantes, le coup du crayon, bien sûr, et il y a surtout un truc que moi, je n'avais jamais vu chez un méchant et qui le rend encore plus marquant et encore plus effrayant, c'est que on ne sait jamais où il est. Il n'a pas de planque, il n'a pas vraiment c'est un électron libre. On ne comprend pas ses motivations. Enfin, tout ça rend ce personnage extrêmement réussi. Alors, tu as parlé de Bale qui est très bon, Morgan Freeman très bon, Michael Caine très bon. Tout ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, ils ont changé d'actrice entre Katie Holmes et Maggie Gyllenhaal pour le même rôle. Ça n'a pas d'impact négatif sur le film. Nolan, là, qui est en rapport de confiance totale avec la Warner, puisqu'il fait un Batman et un film de cœur, et au final ça donne quoi? Ça donne Insomnia, qui est quand même avec Al Pacino et Robin Williams, qui est quand même très lourd, Begins, Le Prestige, l'histoire du Prestige, qui est un film excellent. Il enchaîne avec The Dark Knight, où là il assomme absolument tout, y compris le box-office, et derrière il va faire Inception. Enfin, Nolan là est vraiment dans un état de grâce qui est indéniable. Et puis ce The Dark Knight, on peut moi le truc je pense que c'est un film sur lequel on pourrait faire une série tellement il y a de choses à dire, ou écrire un bouquin formidable, parce que décès de Heath Ledger avant la sortie du film, Christian Bale qui a un énorme accrochage avec sa mère et sa sœur et qui est accusé de violence. On pense qu'il va louper la promo du film parce qu'il sera en prison. Morgan Freeman qui, juste avant la sortie du film, est à deux doigts de mourir. Enfin, il s'est passé plein de trucs. Alors, et en plus, tu as parlé du cascadeur. Enfin, et de toutes les autres anecdotes que tu as sur le tournage. Enfin, The Dark Knight est un film à part. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un S. Je fais Rises. T'es prêt ? Eh ben vas-y, mets-le. Alors Rises, au niveau du film qui se fait défoncer allègrement, et je trouve de manière pas très justifiée. Conclusion d'une trilogie majeure de l'histoire du cinéma. Conclusion qui aurait pu être mieux. C'est indéniable. Je vais commencer par quand même rappeler que il y a un tas de merde qui est rentré dans une salle de cinéma pendant la projection pour abattre
des gens aux États-Unis, et donc pensez pour eux. Et Rises, c'est un film qui est pour moi en deux parties. La première partie avec Bane, interprété par Tom Hardy. Moi, je vais le dire très honnêtement, et ça va choquer tout le monde, mais Bane est un de mes méchants, si ce n'est mon méchant préféré au ciné, mais pas tout le temps. C'est bien pour ça que je le dis en deux parties. Je trouve qu'il a un charisme qui est incroyable dans la scène d'intro avec l'avion, il est ouf. Dans le premier affrontement avec Batman, il est complètement ouf. Et il y a des trucs dans ce Rises qui sont excellents quand Batman est dans cette prison souterraine, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont très réussies dans la première moitié du film. Et quand arrive le personnage de Marion Cotillard, le film s'écroule, pas à cause de Marion Cotillard, mais parce que je trouve que cette espèce de tribunal public fonctionne pas, que Bane disparaît et que toutes ses motivations disparaissent avec lui. Et au final, la deuxième partie du film est plutôt décevante. Anne Hathaway en Catwoman est très bien. Le film est... Enfin, Michael Caine dans ce film est extraordinaire. C'est pas un mauvais film du tout, Rises. Je suis pas d'accord avec ceux qui l'entassent comme si... et qui le présentent comme si c'était le pire truc possible et inimaginable après The Dark Knight. C'est un film qui est moins bon, certes, mais qui a encore plein de choses. Et d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit sur The Dark Knight, c'est la fin du film et la réplique de Gordon, qui est quand même une réplique majeure qui est ouf. Et là, bon, revenons sur Rises. Moi, je le trouve pas aussi mauvais que ça. Je trouve que la trilogie Nolan surclasse tout. Donc pour moi, The Dark Knight est premier, Begins c'est un S et Rises c'est un... oui, c'est un A. C'est un A avec... Bon, allez, la deuxième partie mériterait qu'on le mette en B, mais il y a tellement de trucs réussis que, bon, je sais pas, c'est toi qui vas trancher entre A et B. Bah écoutez, moi, Rises, je suis assez d'accord avec toi. Si il s'arrêtait en fait, toute la partie de le court-métrage sur Batman qui est en prison, il est hyper stylé. C'est vraiment hyper stylé. Tout ce bout d'histoire est génial. Par contre, le fait d'imaginer qu'ils arrivent magiquement à enterrer tous les flics de la ville, qu'ils prennent le compte. Là, je trouve que ça part complètement en cacahuète. L'histoire de Bane, elle est réussie, mais comment l'histoire se mélange avec Marion Cotillard, ça va pas. Même Marion Cotillard a pas compris. Enfin, elle a dit dans une interview plus tard qu'elle n'a pas compris pourquoi. Est-ce que c'était cette scène-là qui avait été gardée au montage. Tu parles quand elle meurt. Ouais, voilà. Nolan s'est excusé. C'est pour le spoil. Mais non mais on s'en fout, tout le monde l'a vu. Mais Nolan s'est excusé d'ailleurs pour ça. Ouais. Donc il y a des fautes de goût. Il y a l'impression qu'il y a trop de confiance. C'est un film qui est beaucoup plus beau qu'il est bien écrit. Et c'est à raison. C'est le moment où Nolan se met à écrire seul. Il a plus son frère. Et on sent vraiment la différence. Et c'est un moment où il n'y a pas de contre-pouvoir en fait. C'est-à-dire que là où Nolan et son frère étaient sur le Dark Knight, là son frère n'est pas là, Warner dit oui à tout, et du coup ça donne ce film qui est étonnamment moins sombre dans ses couleurs, des teintes plus jaunes, et qui essaye, ça c'est pas mal, il essaye de faire une liaison avec le premier film pour que ce soit vraiment une trilogie. Christian Bale qui avait déjà dit qu'il voulait plus interpréter Batman. C'est un film qui a pas été fait dans les meilleures conditions, mais je pense que son vrai problème c'est le scénario. Et encore une fois, hein, pour moi c'est une tier list, on doit classer les uns par rapport aux autres. Le film est plutôt bon, hein, mais je le mets pas au niveau des Tim Burton, quoi. Il vaut pas le premier ni le deuxième Tim Burton, je pense, en tant que film. Donc moi je le mets en B. Donc tu le mets en B. De quoi ? Tu le mets en B, donc. Moi je le mets en B. Donc si tu veux que ce soit le dernier DA ou le premier DB, je comprends, quoi.
Vas-y, mets-le en B. Moi, je veux juste rajouter un truc avant de passer sur les autres que Nolan. Il y a un truc que je trouve génial, c'est les relations qu'a Nolan avec les acteurs qui apparaissent dans Batman ou qui apparaissent dans ses autres films et qui reprend dans les Batman. Tu vois, par exemple, Begins, il est avec Bale, il lui donne le premier rôle dans le Prestige. Dans Dark Knight, j'ai pas Attends, je me perds dans mes exemples là. C'est plutôt dans Inception. Il prend Tom Hardy, Tom Hardy qu'on connaissait très peu, hein. Il avait fait Bronson, mais il a un rôle dans Inception. Il lui redonne un rôle majeur dans Rises. Il fait pareil avec Joseph Gordon-Levitt. Il bosse avec Anna Thaoué sur Rises. Il rebosse avec Anna Thaoué sur Interstellar. Enfin, tu vois, il a bossé beaucoup sur toute la trilogie d'ailleurs du Batman avec Cillian Murphy. Derrière, il lui donne Dunkerque. Derrière, il lui donne Oppenheimer. Enfin, tu vois, il y a une relation de Nolan avec ses acteurs qui est intéressante, sans parler de Michael Caine qui est dans tous ses films. Hein. Mais, et en plus, le truc, quand même à souligner, c'est qu'il a des grandes relations, des liens avec des acteurs et des actrices. Mais en plus, le mec, il ne choisit que des génies, quoi. Et ça, je trouve que c'est brillant. Voilà. Alors, Batman versus Superman, mon cher Greg, Snyder, je vais pas parler de la version classique, je vais juste parler de la version longue parce que pour moi, elle surclasse la version ciné, cutée et archi-cutée par la Warner. La version longue est plus le reflet de ce que voulait faire Snyder, elle est honnêtement meilleure, et c'est la première apparition à l'écran de Ben Affleck en Batman. On rappelle quand même que quand Ben Affleck a été... investi du rôle de Batman, il s'est fait méga trash talker. Moi, je me rappelle d'une Gamescom qui n'a rien à voir avec je l'avais déjà raconté l'anecdote, mais il y avait un mec pendant un tournoi de League of Legends qui avait une affiche où il insultait Ben Affleck en Batman alors qu'on l'avait jamais vu à l'écran encore et il avait juste été mis sur le rôle. Au final, moi, il y a un truc avec Batman, Ben Affleck, c'est que j'ai jamais vu Batman en Ben Affleck. Voilà, ça, et c'est déjà de tous les films où c'est le cas, c'est celui où Batman vs Superman, c'est celui où c'est le moins criant, c'est-à-dire que c'est là où je trouve que Ben Affleck s'en sort au final le mieux. Il y a ce duel avec Superman, il y a cette noirceur, mais par exemple quand tu sors de Bale Kane, que t'enchaînes avec Affleck Irons, ça sent vraiment, et pourtant c'est deux très bons acteurs, mais ça a un côté factice qui fait que moi j'ai jamais adhéré à ce Batman là de Ben Affleck. Pas parce que, comme beaucoup de gens vont dire, oui, Batman, Ben Affleck c'est un gros naze, etc. Non, pas du tout. Il faut reconnaître à Ben Affleck qu'il a aussi eu des grands rôles. Mais là, je trouve que... Et encore, comme je l'ai dit, dans Batman vs Superman, il est pas si mauvais. Donc, il a des scènes d'action, par contre, qui envoient. Ça, c'est indéniable. Mais tout ce qui est construit autour de Batman dans le film, ça me plaît beaucoup moins. Tu vois, je saurais même plus te dire à quoi ressemble sa Batmobile. Tellement ça m'a pas marqué. D'ailleurs, je sais même pas si... Enfin, vous y doit y être forcément, mais ça m'a pas marqué du tout. Tu vois. Donc, alors que la Batmobile de The Dark Knight et de Rises, enfin, tous ces véhicules, tu les as en tête, et pas qu'un peu. Donc, non, bah, Donc, vraiment, et c'est pas juger Batman versus Superman en lui-même, et en l'occurrence sa version longue, mais vraiment juger le Batman dans ce film, pour moi, c'est B ou C, quoi. Pas plus. Je vais pas faire très long parce que je suis d'accord avec toi. C'est une œuvre de commande. Donc 2012, il y a Rises sort. Il y a Warner veut enquiller avec des Batman. Ils voient le potentiel qu'ont eu les Nolan et du coup ils veulent à tout prix enchaîner. Et du coup, à peine un an après, ils annoncent le film. Il y a eu le Ben Affleck bashing. Ils essayent de faire différent, donc ils prennent un Batman plus vieux. Ils le mettent tout de suite dans le DC Extended Universe, comme ça s'appelait à ce moment-là, avec une logique sur plusieurs films. Ils nous annoncent tout de suite qu'il va y avoir un film solo de Ben Affleck.
Il y a des acteurs, comme on dit, plus vieux. Il y avait Dean Morgan qui avait été considéré, Dean Morgan qui au final jouera le père, hein, Thomas Wayne, dans ce DC Extended. Donc voilà, c'est purement et simplement une commande. Le réalisateur a 250 millions, donc c'est autant que Rises pour faire le film. Et c'est sympa de le voir contre Superman. C'est parce que c'est une première. Est-ce que moi j'ai pas aimé le côté son rapport avec les armes à feu, la Batmobile, des flingues de partout. Enfin, c'est quelque chose qui est pour moi trop différent du Batman que j'aime. Ben Affleck est pas aussi nul que ce qu'on estimait au moment où il l'a fait, mais il est pas forcément génial non plus. Ouais, entre C et B. Là, quand je vois les autres, je pense qu'il a sa place en B. Moi, je le vois bien au même niveau que Rises. Hein, Vas-y. Oh. Quoi ? Ouais, enfin, oui. Bon, quand même pas au niveau de Rises, mais vraiment, on le redit, hein, on juge là pour le coup parce que c'est un film qui n'est pas que sur Batman. On juge vraiment le personnage de Batman. Alors, tu veux faire Suicide Squad, vas-y. Alors Suicide Squad, il est bizarrement dans cette liste, mais en fait dans le DC Extended Universe, eh bien c'est la deuxième apparition du Batman de Ben Affleck. Évidemment, il n'est pas le personnage central du film. Au contraire, il est assez mineur. Mais c'est la première fois où on voit vraiment comment Batman va gérer les bad guys. Il est étonnamment peut-être le seul bon truc du film. Je trouve qu'il jouait plutôt bien. Maintenant, c'est un film qui est très mauvais et un tout petit passage. Je pense que Kerr et moi, on est tous les deux d'accord pour le mettre en D. Alors, film très mauvais, il est très mauvais, mais il a un côté détente quand on le revoit de temps en temps, ça passe. C'est une cata intégrale. Non, je suis pas d'accord là-dessus, mais on va dire que sur Suicide Squad, le film aurait pu être tellement mieux que ce qu'il vendait, que bien évidemment, c'est un film qui est C, tu vois, pour moi. Mais c'est pas, j'ai pas envie de lui mettre un coup de pelle et de le ranger en D. Par contre, pour ce qui est de Batman, il a un rôle tellement secondaire dans le film que, et en plus, alors il y a un truc quand même dans le film qui mérite le D absolu, c'est le Joker. Et en fait, ce Joker est complètement loupé. Donc, la scène où Batman apparaît et il les affronte, justifie pas qu'il soit quelque part ailleurs dans le classement en D, quoi. En C, pardon. Parce que. Mais, oh zut, en D, oui, j'avais bon. C'est trop anecdotique, moi je l'aurais même pas mis dans le classement. Justice League. J'y vais. Fais-toi plaisir. Alors ça, Justice League, c'est la version de Justice League. C'est un naufrage. Je ferai celle que je préfère. C'est un naufrage. En termes de film en lui-même, c'est un naufrage. Maintenant, faisons un focus sur Batman. C'est un naufrage. Voilà. Il y a la relation avec Aquaman au début qui est plutôt pas mal et qui permet à Ben Affleck d'être un peu mis en valeur, je trouve. Il y a ensuite le début avec Flash, pourquoi pas. Et ensuite, il y a un tournant dans le film où je trouve que Batman, qui partage le lead avec Wonder Woman, est pas catastrophique, mais il y a un truc qui va pas du tout, c'est les punchlines de Batman, où en fait lui il dit que son pouvoir c'est le fric, etc., etc. C'est pas Batman tout ça. Et on sent que Justice League, premier du nom, a été fait avec les pieds par Joss Whedon, que Joss Whedon était là sur commande parce que Snyder, avec le drame qu'il était en train de traverser, a quitté le projet, que Whedon, pour des raisons qu'on connaît pas ou qui sont évoquées mais sans être confirmées, a vraiment voulu exploser ce qu'avait fait Snyder et mettre sa touche avec des reshoots. Au final, ça donne un espèce de bouillon infect tellement en dessous de ce qu'aurait pu être Justice League, qui était quand même attendu depuis des décennies. Et au final, un des grands perdants du film, pour moi, c'est Batman. Donc, D. Bah écoute, je vais pas faire beaucoup plus long que toi. Pour moi, effectivement, le film est un naufrage. Tu parles de Joss Whedon comme étant une des raisons.
Après, il y a eu beaucoup de fois des interviews qui ont montré qu'il y a plusieurs exécutifs de Warner qui ont continuellement mis des bâtons dans les roues à Zack Snyder. Ah mais ça c'est clair, donc, mais c'est clair. Le film dure 2 heures pile, t'imagines un peu. Ils lui ont demandé de couper son film de quasiment, enfin de le diviser par 2 en termes de temps. Donc le film ne pouvait pas marcher. Il y avait un vague espoir que comme c'était le réalisateur qui avait fait Avengers, que ça puisse faire comme ça la même chose, mais au final, au bout de quelques minutes de film, on a tous compris que c'était nul. Donc voilà. Moi, je dirais qu'il y a 2 bonnes choses quand même qui sont sorties de ce film. La première, c'est que Josh Whedon s'est fait interpeller donc, par l'acteur qui joue Cyborg pour harcèlement. Ouais, mais là, t'es plus sur Batman, là. T'es sur Justice League. Je suis sur Justice League, ouais. Et le truc, c'est que de son interpellation, les autres acteurs sont commencé à se souder. Là, il y a des anciens acteurs de Buffy ou de Firefly qui ont dit effectivement Josh Whedon avait un comportement abusif, et du coup maintenant Josh Whedon est plus ou moins mort à Hollywood. On remarquera que la Warner a fait exactement la même chose pour Justice League qu'ils font actuellement, c'est-à-dire qu'ils ont pris quelqu'un du MCU pour le mettre à la tête de DC. Oui, parce que Whedon sortait des Avengers. Hein. Et le truc aussi à dire là que tu as évoqué sur Ray Fisher, mais ça concerne pas Batman, donc on est un peu hors sujet, mais le soutien apporté à Ray Fisher, il faut quand même revenir sur un truc que Ray Fisher, il a été pendant très longtemps tout seul à l'ouvrir sur Whedon, qu'il a été blacklisté et qu'il s'est mangé la Warner dans la gueule pendant des années, et que c'est au moment où il y a eu la Snyder Cut, et donc on a commencé à avoir le droit de cracher en veux-tu en voilà sur Whedon, parce qu'on était en pleine promo de la Snyder Cut, que tout le monde a défoncé Whedon pour les raisons que tu as dit, et que ça s'est même télescopé sur Buffy, puisqu'on a par exemple Charisma Carpenter qui a expliqué que Whedon lui avait demandé en gros d'avorter parce que avoir un enfant pendant le tournage, ça l'embêtait. Donc il y a quand même plein de choses, mais il faut quand même remettre en contexte le fait que pendant longtemps Ray Fisher a été tout seul et que d'ailleurs il est toujours embêté par ça, hein. Donc voilà. Mais t'en penses quoi toi de ce Batman? Non mais je le dis, je pense comme toi, c'est indé. Cette version de Batman, elle marche pas. Il est ni charismatique, ni on sent qu'il y a des bonnes pistes, mais que ça marche pas. Et du coup, la deuxième chose qui sort de bien du film, c'est la Snyder Cut. Et du coup, pour en parler, c'est du jamais vu. C'est hashtag Snyder Cut. Enfin, un film, il sort quoi. Il est fini. On va pas y retoucher. On a l'impression que c'est quelque chose qui est immuable. Et puis là, en fait, d'un espèce de mouvement de fans, commence à apparaître la notion, donc Warner avait besoin de contenu sur HBO Max, donc il nous explique que... C'est ça surtout, hein. Tu sais que moi l'histoire des fans, j'y crois pas du tout, hein. Pour moi la Warner fait la Snyder Cut alors déjà vraiment sans grande envie, mais uniquement parce qu'ils ont besoin de contenu sur HBO Max et qu'ils sont à la recherche de produits qui peuvent faire du bruit, qui peuvent buzz, et ils savent très bien qu'avec le fait que des fans de Snyder derrière, ils vont réussir à faire du bruit. Mais c'est purement opportuniste de la part de la Warner. Oui, c'est sûr, mais du coup, tu me rejoins, puisque tu dis que c'est l'engouement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les fans du Snyderverse ont l'impression d'avoir gagné une victoire en obtenant la Snyder Cut. C'est le cas. Pour moi, c'est se tromper. Ils n'ont pas obtenu une victoire. Ils menaient un combat que la Warner a récupéré pour sortir de manière opportuniste la Snyder Cut qu'ils voulaient. Donc en fait, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient par leur combat. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient parce que la Warner avait besoin de proposer du contenu. Il y a une nuance qui est pour moi très importante. Si je vais dans ton sens, ça veut dire que s'il n'y avait pas de fans qui n'avaient jamais rien dit, ils auraient quand même sorti la Snyder Cut. Je pense pas. Donc c'est bien les fans qui ont été moteurs de ça. Du coup, pour revenir à la Snyder Cut, un film ça a l'air immuable. Là, ils permettent Enfin, on voit une version qui apparaît. Alors au début, on nous dit ça va être sous un format qui est complètement inimaginable, sous la forme de ces 2 heures
On a entendu 6 heures de film à raison de 1 heure par semaine, donc ça devient une série. Après, c'est 2 heures 3 fois. Enfin, le truc part complètement dans tous les sens. On sent que Schneider fait ce qu'il veut et que c'est au fur et à mesure qu'il bosse sur le film que Warner fait ses annonces. Et là, le film sort. C'est une œuvre d'art et d'essai en blockbuster. C'est noir et blanc, 4 tiers. Enfin, le truc qui est impossible quoi, de vendre à un commercial de chez... un marketeur de chez Warner, ce truc. Et ça sort, tout le monde est content. Le film, on se rend compte à quel point un film est fait au montage. Parce que du coup, d'avoir tout remonté, le film est fou. Les trucages, d'avoir juste changé la direction artistique, on se rend compte à quel point c'est magnifique. Enfin, les Steppenwolf, il n'y a qu'à voir son armure qui est modifiée, tout change. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est du jamais vu. Le film est très bien. Et la question de Batman dans ce film-là, on avait un Batman en demi-teinte pas intéressant, et là il est charismatique, là il donne envie de voir l'équipe se rassembler. Évidemment on sent qu'il est là en support de Superman, parce que Schneider clairement a ses préférences, mais ça reste hyper solide. C'est pas le meilleur Batman, mais c'est un des meilleurs films avec Batman. Donc, encore une fois, moi je le mets entre A et B, je te laisse choisir. Alors, je suis moins dithyrambique que toi. Je vais très vite sur la Snyder Cut. J'ai beaucoup aimé, j'ai déjà dit, on en parlera dans la tier list sur DC. Je trouve que Snyder a réussi un tour de force en reprenant le montage et en réussissant à effacer le merdier qu'avait fait Whedon, et à retravailler de manière très réussie certains personnages. Cyborg, nettement mieux. Aquaman aussi, Flash aussi, Superman très bien. Je trouve que dans tout le lot, celui qui au final s'en sort le moins bien, c'est Batman. C'est Batman, je trouve qu'ils ont réussi à redévelopper un peu plus son côté leader d'équipe qui partage avec Wonder Woman, donc ça c'est plutôt pas mal. Ils lui ont rajouté quelques scènes ou quelques plans dans les scènes d'action qui sont intéressantes. Dans le dernier l'affrontement final, il a aussi quelques scènes, mais très clairement quand Superman arrive, il y a plus que Superman quoi. Donc Batman est très et surtout il y a un truc qui m'a énormément étonné et qui va être pour moi un gros bémol, c'est que Snyder a dit qu'il avait viré l'intégralité du contenu de Whedon. Ok. Les vannes pourraves de Batman, elles sont encore là. Donc c'est qu'elles venaient de Snyder. Donc là-dessus, je suis un peu déçu. Donc moi, c'était plus entre le B et le C, tu vois. Donc du coup, on le met en B. Bah si tu veux. Allez, on arrive au gros morceau là. Batman, j'y vais. Alors, The Batman de Matt Reeves avec Bob Pattinson, Robert Pattinson, hein, comme on le dit par chez nous, dans le rôle de Batman. Alors au début, tout le monde était un peu moqueur. Nous, tout de suite, on avait dit qu'il fallait pas se fier aux apparences et qu'il fallait oublier Twilight. Ceux qui ont suivi la carrière de Pattinson avant de faire The Batman savent qu'il a enchaîné des rôles très étonnants, indés, vraiment où il casse complètement cette image de beau gosse vampire de Twilight, complètement palichon. D'ailleurs, notez que Kristen Stewart fait exactement la même chose depuis Twilight, et Pattinson c'était devenu quelqu'un de très très respecté et respectable à Hollywood. Quand il arrive dans le rôle de Batman, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, on était plutôt emballés, hein, nous sur la chaîne, on l'avait dit, parce que en tout cas on laissait sa chance au produit, un Batman plus jeune, et on se retrouve avec un film qui est très étonnant parce que moi j'y ai vu beaucoup de Seven dans ce film. Toute la première partie est très réussie, on sent que Batman est très charismatique, il fait très peur aux policiers de Gotham, il est très mystérieux, une grosse partie du film est vraiment réussie. Et je trouve que la deuxième partie est très en dessous. Au final, tout ce qui est intrigue avec Enigma, au final,
c'était pas si dingue que ça. C'est clairement pas le reveal de Seven. L'histoire avec le mafioso, c'est quand même assez décevant. L'issue avec le pingouin, c'est assez décevant. Mais il y a des scènes qui sont très réussies. Il y a des choses autour de Batman qui sont très réussies. La Batcave, la relation avec Alfred, interprétée par Andy Serkis, ça marche. La Batmobile, je la trouve excellente. Vraiment excellente, la Batmobile. Mais sur la fin, il y a des trucs qui me plaisent pas. L'inondation de Gotham, tout ça. Enfin, mais il y a quand même beaucoup de positifs. Donc pour moi, c'est très clairement pas le meilleur Batman. C'est pas le Batman que j'espérais. J'espérais vraiment trouver un Batman qui avait tout changé. Mais donc là, j'attends que tu dises où tu le classes et je te dirai moi où je pense le classer. Mais Eh ben, comme vous l'avez vu, on sort de Nolan, on arrive dans le DC Extended machin. C'est la cata. Enfin, vous voyez que ils volent pas très haut, les Batman de cette époque-là. Et du coup, quand on annonce Pattinson, bon, certes, un potentiel très bon acteur, et Matt Reeves, moi, je m'attends pas à faire un truc incroyable, quoi. Et je me suis pris une claque comme un Nolan, quoi. Enfin, vraiment, un film très bien écrit, Paul Dano en acteur, enfin, que des choix de casting qui sont excellents. Zoé Kravitz, elle joue hyper bien. Enfin, on a Colin Farrell qui est... on te demande... Enfin, ils ont payé son talent d'acteur parce qu'il n'a pas du tout la tête de Colin Farrell. C'est vraiment un film qui est très très surprenant, qui est trop long. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure peut-être même de trop. C'est quand même lourd, hein, faut l'admettre. Mais un film que j'ai trouvé exceptionnel. Je vais pas trop m'apesantir, mais pour moi c'est un S. Pour moi, c'est un S. Quand je regarde les autres, je le mets en S. C'est vraiment un film que j'ai trouvé très fort. Mais t'as pas trouvé que la fin, par exemple, l'issue avec Paul Dano, l'issue avec Falconet, enfin tout ça, c'était pas à la hauteur de on va dire, il y a les deux premiers tiers du film sont excellents, mais le dernier tiers est en dessous pour moi, quoi. Je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, c'est plutôt vers la moitié, on va dire le 3e quart, qui est la boîte de nuit, etc. Là, on pourrait presque couper ce moment. Mais non. Paul Dano, quand il parle au Batman, il y a un doute sur le fait qu'il sait pas. Enfin, il y a beaucoup de moments qui sont très forts quand même. Non, mais je dis pas que le film est mauvais, loin de là. Et par exemple, je me rappelle dans la critique, toi, t'avais pas aimé le moment en moto où il se sépare avec Catwoman. Moi, cette scène-là, je la trouve excellente. Et pourtant, c'est vers la fin. Et c'est une des meilleures scènes du film. Mais du coup, tu le vois où, toi ? Tu le vois en A, B, C, D ? Ben en fait, non, ben alors clairement pas C et D. J'hésitais entre A et B. Parce que j'ai vraiment eu ce sentiment de frustration pour la fin. Mettons-le A. Mais un A, oui, bien sûr, parce que c'est quand même un bon film, c'est indéniable. Et du coup, ça va me permettre de faire une transition sur le classement du classement. En S, bon, c'est facile, il n'y en a qu'un. Moi, je te propose que The Batman soit le premier des A. Bah non, moi, toi, tu l'as mis en S. Ouais. Moi, j'ai mis Begins en S. Donc, qu'est-ce que tu vois en premier, là ? Tu vois Begins ? Non, objectivement, non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations dans ce qu'a fait Matt Reeves. Je suis d'accord que The Batman est premier du A. Donc voilà, et après tu vois Tim Burton ou tu vois Begins ? Je vois le Batman, le retour, en 2, Begins et le Burton en 4. Très bien. Pour les B, je pense que Snyder... Je vois pas. Je vois Alors, pas. il y a Rises, Snyder, le Batman de 68 et Batman vs Superman. Batman vs Superman, je pense que c'est le dernier, on est d'accord. Je mettrais
Batman de 66 avant Batman versus Superman à titre perso. Et du coup, tu verras en premier Batman Snyder ou je mets Batman Rises. Bah, Rises. On est d'accord. Et pour le pire du pire, ouais, mais il y a Suicide Squad qui est là pour. Franchement, ils sont ex-aequo. Non. Non, tu mets quand même Justice League premier. Ah, voilà, moi j'ai envie Batman de tous les et sanctionner. Robin. J'ai envie que tout ce qui soit. Batman et Robin, mais dernier, Suicide Squad, on est obligé de le mettre dernier. Il pourrait même être hors catégorie en fait. Tu sais que puisqu'on parle de hors catégorie, il y a 2 films qu'on n'a pas mis dedans qui sont hors catégorie. Le premier, c'est le film d'animation, c'est Batman Lego, qui accessoirement est très chouette. Et il y a Joker, où pareil, il fait qu'une intervention oui, mais il n'y a pas Batman. Très petite. Donc, dans les 3 derniers, pour moi, Suicide Squad est dernier parce qu'il est à part, parce que Batman a un tout petit rôle. Entre Justice League et Batman et Robin, faut pas déconner, c'est quand même Justice League qui est devant Batman et Robin. Donc là, comme ça, c'est bien. Voilà pour cette tier list, les amis. On prépare une tier list d'ici, donc avec les autres, hein, Aquaman et compagnie, Green Lantern et tout ça, vous allez voir. Il y a du lourd et on parlera davantage. Du coup, vous verrez que par exemple, la Snyder Cut sera plus haut. Bah oui, c'est logique. Mais ça sera sur tout DC et pas que Batman. Le mot de la fin, mon cher Greg, à toi. Allez dire au revoir à tout le monde. Bah, le mot de la fin, pour moi, c'est Batarang, évidemment. Un bon film de Batman, c'est un film de Batman qui a un Batarang. Des bisous à tous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.